Lorsqu'on réalise une expérience de physique, on a souvent besoin de réaliser le tracé montrant la variation d'une grandeur y mesurée en fonction d'un paramètre x qu'on fait varier. Donc on dispose d'un tableau de mesure, donc de y en fonction de x, plusieurs valeurs mesurées qu'on va représenter sur le graphique par des points. Alors plus précisément, si on dispose des incertitudes de mesure, on va représenter chaque mesure avec une barre d'erreur. Et souvent, on va chercher à confronter cette variation observée expérimentalement par une fonction modèle avec une certaine équation mathématique qu'on choisit. Par exemple, ici, une variation linéaire. Donc, ça revient à chercher la droite qui passe le mieux possible dans l'ensemble de mes barres d'erreur. L'équation de cette droite comporte ici un paramètre petit a qu'il faut trouver avec son incertitude. Alors, il y a des logiciels qui font ça assez bien. C'est le cas de logiciels comme Kaleidagraph ou Origin. Si vous cherchez un logiciel libre capable de faire ce genre de choses, je peux vous conseiller le logiciel Sidavis, S-C-I-D-A-V-I-S, ce qui signifie logiciel de visualisation et d'analyse de données scientifiques. Vous trouverez assez facilement ce site qui permet le téléchargement de ce logiciel en cliquant ici sur Download. Ça vous amène sur une nouvelle page où vous trouverez un second bouton de téléchargement, Download. En cliquant dessus, assez rapidement, le téléchargement du fichier d'installation devrait se lancer. Vous allez devoir attendre quelques minutes suivant le débit de votre connexion Internet avant de voir apparaître dans votre barre de téléchargement le fichier d'installation. Une fois que c'est fait, vous ouvrez ce fichier. Vous allez devoir valider une série de fenêtres qui vont s'ouvrir à vous. Vous faites passer l'ensemble de ces fenêtres jusqu'à la fin de l'installation. Une fois l'installation terminée, vous devez voir apparaître cette icône sur votre bureau qui vous permet d'ouvrir le logiciel. À l'ouverture du logiciel, vous voyez apparaître ce tableau avec pour l'instant 2 colonnes vides qu'il va falloir d'abord configurer correctement puis remplir. Alors avant de commencer, je vous conseille de donner un nom à votre travail. Donc vous pouvez pour cela enregistrer le projet sous, par exemple ici, je vais l'appeler, je sais pas, mesure de vitesse. Je vais imaginer une expérience très simple où je mesure les positions d'un mobile en fonction du temps pour déterminer la vitesse. Je l'enregistre et comme ça, je pourrai sauvegarder régulièrement mon travail. Sur ce logiciel, on enregistre un projet qui peut être au minimum un tableau ou alors plusieurs tableaux et plusieurs graphiques qui peuvent interagir entre eux. Alors ça, c'est très pratique quand on fait une expérience avec plusieurs séries de mesures. On va pouvoir tout sauvegarder dans un même fichier. Ici, je vais avoir besoin de 2 colonnes pour enregistrer mes données expérimentales. Par défaut, la première est définie comme une colonne X. Je vais y mettre le temps. Et la deuxième est par défaut définie comme une colonne Y. Je vais mettre les positions du mobile. Alors, je vais quand même donner un nom à ces 2 colonnes. La première, le temps. Alors, peut-être plutôt que de l'écrire en toutes lettres, pour l'instant, je vais écrire juste T et l'unité, la seconde. Il faut cliquer sur Appliquer pour que la modification soit prise en compte. La colonne suivante, je peux y accéder en cliquant sur la petite flèche noire. Ici, je vais indiquer la distance D en millimètres, par exemple, appliquer. Alors, dans les tableaux de mesure, mettre toujours les unités usuelles, celles qui correspondent à la mesure
bien souvent, ça correspond à la précision de mesure. On n'est pas obligé de toujours convertir dans les unités SI. Les données dans le tableau doivent être lisibles et directement utilisables. Alors, je vais rentrer les données que j'ai mesurées. Pour la première colonne, imaginons que j'ai besoin de mettre des valeurs régulières comme ça, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Alors, si j'ai un petit nombre de valeurs, je peux les rentrer comme ça à la main. S'il y en a beaucoup, évidemment, ça risque d'être fastidieux. Donc, pour aller plus vite, on peut, en allant ici dans Table, choisir Remplir la sélection avec numéro de ligne. Donc ici, si je sélectionne cette colonne, pour remplir avec les numéros de ligne, voilà, j'ai les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, etc. qui apparaissent dans mon tableau. Alors, si je voulais une progression régulière, mais différente de celle-ci, je peux aller utiliser à droite une formule pour modifier ces valeurs à partir des numéros de ligne. Donc, je sélectionne la colonne. Dans l'espace formule, je vais entrer, par exemple, imaginons que je veuille mettre dans cette colonne les valeurs 10, 20, 30, 40. Il faut que je multiplie chacun des numéros de ligne par 10. Donc, je sélectionne en bas colonne T, ajouter, et ensuite, par exemple, je multiplie par 10, appliquer, et j'ai bien la progression voulue. Voilà, alors je vais revenir en arrière. Voilà, si je veux, par exemple, dans cette colonne, mettre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, etc., bah, je vais mettre le numéro de ligne et retirer 1. Ça me donne bien 0, 1, 2, 3, 4, etc. Maintenant, pour les valeurs des positions, alors ici, j'ai besoin de rentrer des valeurs évidemment qui ne sont pas régulières, qui sont celles que j'ai mesurées. Donc, je vais les rentrer à la main. Là, il n'y a pas le choix. Voilà, je vais accélérer un petit peu. Voilà. Alors ici, j'ai 10 valeurs mesurées. Les suivantes, eh ben, je vais les enlever. Pour ça, je sélectionne les lignes inutiles et je fais un clic droit sur le numéro de la ligne pour accéder au menu Supprimer les lignes. Si vous faites un clic droit sur les valeurs du tableau et non pas sur les numéros des lignes, vous avez un autre menu qui vous permet d'effacer le contenu des lignes, mais pas de les supprimer. Pour supprimer les lignes, il faut faire un clic droit sur le numéro de la ligne. Voilà, évitez de garder des choses inutiles dans le tableau. Alors ici, j'ai ma colonne X, Y. Il va falloir rajouter aussi les incertitudes sur ces données expérimentales. Pour ça, il va falloir rajouter une ou deux colonnes. Pour ajouter une colonne, bah, vous sélectionnez la colonne, clic droit, insérer des colonnes vides ou alors ajouter des colonnes. Il y a deux possibilités, suivant si on veut rajouter la colonne avant ou après celle qu'on a sélectionnée. Alors ici, la colonne a été rajoutée après. On va y mettre l'incertitude sur la valeur de D. Pour ça, pour affecter à cette colonne le rôle d'incertitude sur la valeur en ordonnée, je fais un clic droit et je vais dans Définir colonne comme, et là, je choisis Erreur en Y. Alors d'ailleurs, cette dénomination n'est pas tout à fait correcte. Il s'agit bien de l'incertitude sur les valeurs en Y et non pas de l'erreur. Alors, dans cette colonne, on peut mettre voilà, la valeur de l'incertitude expérimentale. Alors, je pourrais, par exemple, mettre une valeur d'incertitude égale à un certain pourcentage de la valeur mesurée. Si je voulais faire ça, il suffirait d'utiliser l'onglet Formule. Je sélectionne la colonne des valeurs mesurées, Ajouter, et par exemple, je multiplie par 5 sur 100. Voilà, et là, j'ai calculé 5% de la valeur mesurée. Bon, ici, moi, je vais mettre une valeur constante. Imaginons que j'ai mesuré toutes les positions avec 5 mm de précision, par exemple. J'entre la valeur 5, appliquer, et voilà, j'ai bien l'incertitude de 5 mm associée à chacune des valeurs expérimentales. Alors, bien sûr, je vais donner un titre à cette colonne. Donc, je vais l'appeler l'incertitude sur la distance D. Elle est en millimètres. Bien évidemment, on met toujours la même unité pour
la grandeur mesurée et son incertitude. Voilà. Alors, je pourrais aussi créer une colonne supplémentaire, l'affecter comme incertitude en X. Là, dans un premier temps, je vais pas le faire. Je vais vous montrer comment on gère les données avec, pour l'instant, uniquement une incertitude associée à la grandeur tracée en Y. C'est-à-dire, pour l'instant, je vais supposer que l'incertitude associée à la grandeur en X est négligeable. Alors maintenant que j'ai rentré toutes mes valeurs dans mon tableau, que j'ai bien défini les titres des colonnes, peut-être qu'il est temps de sauvegarder mon projet, voilà, par sécurité. Et je vais bien sûr maintenant insérer un graphique. Alors pour ça, le plus simple, c'est de sélectionner l'ensemble du tableau. Ici, je le fais par CTRL A. Et ensuite, je vais dans Graphes et j'insère un graphique en sélectionnant ici nuages. Quand le nombre de données expérimentales est assez faible, on utilise des symboles discrets pour tracer les données. Alors, si j'ai bien défini mes différentes colonnes avec un rôle grandeur en abscisse, grandeur en ordonnée et incertitude en ordonnée, automatiquement, le logiciel va tracer la grandeur Y en fonction de X et rajouter des barres d'erreur qu'on voit ici, enfin qu'on devine ici. Malheureusement, le logiciel, par défaut, trace les symboles avec des gros ronds noirs qui, si les barres d'erreur sont petites, comme c'est le cas ici, ces symboles peuvent masquer les barres d'erreur. Donc, la première chose à faire, c'est de retirer ces symboles pour qu'on voit mieux les barres d'erreur. Alors malheureusement, sur ce logiciel, on ne peut pas mettre aucun symbole. Donc je vais conserver ce symbole ellipse, mais je vais réduire sa taille au maximum. Voilà. Ce qui permet comme ça de mieux voir les barres d'erreur associées à chaque point. Alors, quand vous double-cliquez sur un des points du graphique, vous arrivez à ce menu Plot Details avec ici la liste de tout ce qui va figurer dans le graphique. Pour l'instant, il y a seulement deux choses. La première ligne représente les points expérimentaux, la deuxième représente les incertitudes. Plus tard, si on rajoute des choses, eh bien, il y aura des lignes supplémentaires. On pourra donc, grâce à ce menu, retirer des choses qui ne nous plaisent pas. Par exemple, si je sélectionne cette ligne, si je clique sur la touche supprime de mon clavier, ça va retirer les barres d'erreur du graphique. Je peux aussi changer leur couleur, leur taille, etc. Voilà. Malheureusement, par défaut, le logiciel ne légende pas les axes. Il aurait pu indiquer les grandeurs, les titres des colonnes du tableau, mais il ne le fait pas. Donc, il faut le faire à la main. Je double-clique sur la légende de l'axe et je vais écrire de quoi il s'agit. Alors, autant pour le tableau, je préfère mettre un titre assez court pour des raisons de place, autant sur le graphique, j'aime bien être un petit peu plus explicite. Voilà, la distance D en millimètres en fonction du temps T en secondes. Voilà. Ce petit encadré qui indique l'origine des données, bon, je le supprime par un clic droit. Le titre, alors on peut mettre un titre, éviter les titres redondants avec les légendes des axes. Écrire tracé de la distance D en fonction du temps T ne sert ici strictement à rien. Moi, je préfère mettre un titre qui donne l'objectif du graphique. Ici, la détermination de la vitesse du mobile, par exemple. Voilà. Et puis, on peut aussi changer les intervalles de tracé. Par exemple, ici, on voit qu'il a commencé à tracer à -2 sur l'axe des abscisses. Si je veux commencer à 0, bien, je double-clique sur un des chiffres de l'axe des abscisses et j'arrive à ce menu qui me permet de modifier l'intervalle. Donc, par exemple, ici, je commence à 0. Je peux voir l'effet du changement en cliquant sur Appliquer.
Et ensuite, j'ai la possibilité, en gardant ce menu ouvert, de modifier l'échelle, par exemple, en ordonnée. En cliquant ici sur le menu de l'axe de gauche, je pourrais ici modifier aussi l'intervalle de tracé sur l'axe des ordonnées. Voilà. Maintenant qu'on a tracé nos données, on va essayer de les ajuster par, ici, on voit qu'un modèle linéaire ou affine pourrait convenir. Alors, pour les ajustements, on va dans le menu Analyse, tout en haut. Et en bas de la liste, on a deux possibilités. L'ajustement rapide, qui va permettre de sélectionner différentes fonctions. Voilà. Et puis un menu un petit peu plus complet qui porte un nom étrange, assistant de s'adapter. C'est une mauvaise traduction de la version anglaise. Ce menu est un petit peu plus poussé, on verra après. On va d'abord essayer de faire un ajustement rapide par une fonction dite linéaire. Alors en fait, malheureusement, ça n'est pas une fonction linéaire, mais plutôt une fonction affine qui va être utilisée par le logiciel. Ici, vous voyez dans la fenêtre historique des résultats qui s'affiche quand vous lancez un ajustement, on voit que le logiciel a fait une régression linéaire, ajustement des données par une fonction du type y égale ax plus b, et on n'a pas la possibilité de forcer b égale à 0. Si vous voulez faire un ajustement linéaire, on le fera tout à l'heure, il faudra utiliser le menu plus complet qui permettra d'imposer une équation du type y égale ax qui n'est pas disponible dans le menu d'ajustement rapide. Alors d'abord, si je regarde le graphique, alors si je veux le voir un petit peu mieux, je peux aller dans Fenêtre, adossé. Ici, ça me permet d'avoir les différentes fenêtres visibles en même temps, le tableau, le graphique, l'historique des résultats avec les résultats de l'ajustement. Sinon, si je veux juste avoir le graphique en plein écran, je clique ici sur le petit carré de la fenêtre graphe et il faut fermer l'historique des résultats. On a le graphique en grand et ce qu'on peut voir ici, c'est que l'ajustement affine tracé par le logiciel ici en rouge passe bien dans la plupart, voire toutes mes barres d'erreur. Donc, ça veut dire que mon modèle affine est validé. Il est cohérent avec mes données expérimentales aux incertitudes de mesure près. C'est une vérification évidemment qu'il faut faire avant d'utiliser les résultats de l'ajustement. On va les retrouver en allant dans le menu affichage, historique des résultats. Donc, on voit ici les valeurs de A et B avec les incertitudes sur ces coefficients que le logiciel aura estimées en utilisant la taille des barres d'erreur, c'est-à-dire les incertitudes en Y que j'ai rentrées dans le tableau. Voilà. On peut le vérifier de façon très simple. Si par exemple, je retourne sur mon tableau, voilà. Imaginons qu'ici, je vais modifier les valeurs des incertitudes en Y, juste pour voir l'effet que ça a. Si je mets une incertitude de 10 au lieu de 5, c'est-à-dire je multiplie l'incertitude par 2, déjà si je vais regarder le graphique, on peut voir que les barres d'erreur sont 2 fois plus grandes. Quand on modifie des données dans un tableau, le graphique est mis à jour automatiquement, mais pas les ajustements. Il faut relancer l'ajustement. Donc, je le fais ici. OK. Alors, il y a une deuxième courbe qui a été tracée. Alors là, on ne le voit pas parce que les deux courbes, l'ancienne et la nouvelle, sont l'une sur l'autre. Si je double-clique ici, je vois qu'il y a bien eu deux ajustements différents. On peut, par exemple, faire que la deuxième soit d'une autre couleur pour les différencier. OK. Bon, là, on voit clairement que les deux courbes sont l'une sur l'autre, évidemment. Là, dans la fenêtre historique des résultats,
en fait, vous allez, en l'ouvrant un petit peu plus, vous allez voir qu'il y a à la suite présenté le premier ajustement avec les barres d'erreur de 5 millimètres et le deuxième avec les barres d'erreur de 10 millimètres. Ce qu'on peut voir, c'est que les coefficients B et A sont les mêmes. Par contre, l'incertitude a changé. L'incertitude sur les coefficients est plus grande, bien sûr, avec le deuxième ajustement qui correspond à des incertitudes doublées. On voit ici qu'on a une incertitude sur la pente qui est 2 fois plus grande que celle qu'on avait initialement. Voilà. Il y a une autre chose qui a changé, c'est la valeur du Ki2. Alors, le Ki2, il est passé de 7 et quelques à 1,8 et quelques. Si on fait le calcul, on doit trouver normalement qu'il a diminué d'un facteur 4. Donc ça, c'est normal. Si je multiplie les incertitudes par 2, le Ki2, qui est inversement proportionnel au carré des incertitudes, va être divisé par 4. Alors, on va voir tout de suite comment on utilise ces résultats. Mais avant ça, je vais revenir en arrière dans mon tableau. Je vais remettre une incertitude de 5 ici. Donc, voilà les données qu'on va utiliser. Alors, moi, ce que je reproche là au logiciel, c'est d'afficher trop de chiffres après la virgule. Tous ces chiffres ne sont pas significatifs. On va arrondir ces valeurs en ne gardant que ce qui est utile, parce que sinon, c'est illisible. Donc là, j'ai fait une copie de ces chiffres. Donc, pour garder une trace sur le graphique de ces données importantes, je vais rajouter du texte. Donc, tout en haut, là, vous avez un menu qui permet d'ajouter du texte. Voilà. Par exemple, sur le calque actif, si vous cliquez sur la fenêtre, vous pouvez donc écrire par un copier-coller. Là, j'ai repris les résultats de l'ajustement. Alors, comment on arrondit ça? Les incertitudes sur les coefficients, on va les arrondir à 1 voire 2 chiffres significatifs, suivant si l'arrondi paraît grossier ou non. Donc là, par exemple, soit on arrondit à 2,9, soit on arrondit à 3. Si j'arrondis à 2,9, je vais écrire 2,9 ici, et pour la valeur de B, eh bien, je vais arrondir à la même décimale. Si j'ai un chiffre après la virgule pour l'incertitude, eh bien, je mets un chiffre après la virgule pour la valeur de B. J'aurais pu écrire aussi 15 plus ou moins 3. Pour la pente, si je garde deux chiffres significatifs, c'est 0,55 pour l'incertitude. Donc, ça veut dire que je garde 2 chiffres après la virgule pour l'incertitude et je dois normalement faire la même chose pour la valeur de la pente. Alors, comme c'est 49,99, etc., ça veut dire qu'il faut l'arrondir à 50,00. Voilà. Ce qu'on aurait pu aussi écrire si on avait arrondi à un seul chiffre significatif l'incertitude, on aurait écrit 50,0 plus ou moins 0,55 et quelques. Donc, si on les arrondit, on les fait toujours au plus proche. Donc, arrondir plutôt à 0,6. Le Ki2, il n'a pas besoin d'avoir plus de chiffres significatifs aussi. Pour valider le modèle, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait le faire visuellement en regardant si la courbe théorique passe bien dans l'essentiel des barres d'erreur. C'est le cas ici. On peut aussi le faire de façon plus quantitative en utilisant la valeur de ce coefficient Ki2. Le Ki2, je vous le rappelle, il somme l'ensemble des écarts entre les points expérimentaux et la courbe théorique élevée au carré, divisé par les incertitudes au carré. Le Ki2, on va dire théorique, c'est la différence entre le nombre de points de mesure et le nombre de paramètres de la modélisation. Alors ici, le nombre de points de mesure, eh bien, c'est 10. J'ai 10 points ici sur mon graphique. Et le nombre de paramètres de la modélisation, eh bien, c'est 2, puisque j'ai modélisé par une relation affine, y égale ax plus b, j'ai 2 paramètres ajustables. Voilà.
Et on peut s'autoriser une variation autour de cette valeur, qui ici fait 8, de plus ou moins racine de 2 fois la différence entre le nombre de points et le nombre de paramètres. Donc ici, c'est plus ou moins racine de 2 fois 8, racine de 16, ça fait 4. Donc, tant que mon Ki2 expérimental, celui calculé par le logiciel, est dans l'intervalle 8 plus ou moins 4, c'est-à-dire compris entre 4 et 12, je peux considérer que mon modèle est cohérent avec mes données expérimentales compte tenu de leurs incertitudes. Un Ki2 plus grand mettrait en défaut le modèle. Donc, c'est ce qui arriverait si ici vous voyez des points expérimentaux qui sont trop éloignés de la courbe modèle et que la courbe modèle ne touche pas les barres d'erreur. Ça crée un Ki2 trop grand. Le Ki2 peut aussi être trop petit. Si le Ki2 est plus petit que l'intervalle théorique, alors bon, souvent c'est considéré comme moins embêtant. C'est ce qui arrive lorsque le modèle passe dans les barres d'erreur, mais presque trop bien. Et la taille des barres d'erreur ne reflète pas la dispersion des valeurs expérimentales autour du modèle théorique. C'est ce qui arrive lorsque on surestime les incertitudes, quand on a la main trop lourde, quand on chiffre les incertitudes. Il peut arriver qu'on trouve un Ki2 trop petit. Alors, le modèle est validé, mais ça veut dire qu'il n'est pas très critique. En fait, ce modèle fonctionne, mais on pourrait en trouver un autre qui fonctionnerait aussi. Et ça va conduire à des incertitudes sur les coefficients du modèle qui sont grandes. Alors, une chose aussi qu'on peut faire, ici, le logiciel a appelé les coefficients de l'ajustement A pour la pente et B pour leur donner à l'origine. On peut leur donner un nom plus explicite qui correspond à l'expérience. Ce B, qu'est-ce que c'est? C'est leur donner à l'origine, c'est-à-dire en fait, ça va caractériser la position du mobile à l'instant t égale 0. Et puis, je rajoute une unité. Il ne faut pas oublier que ces coefficients ont une unité. Le logiciel ne l'écrit pas, mais nous, il faut qu'on l'écrive. Et la pente, c'est la vitesse moyenne. Cette vitesse moyenne, elle a aussi une unité, évidemment, qui est l'unité de d divisée par l'unité de t. Alors, puisque j'ai défini la distance d en millimètres, eh bien, ça me donnera comme unité le millimètre par seconde. Voilà. Donc là, j'ai tous les résultats sous la main sur mon graphique. Alors, voyons maintenant comment faire un ajustement par une fonction linéaire. Puisque la fonction linéaire n'est pas disponible dans l'ajustement rapide, on va aller dans le menu d'ajustement un peu plus poussé. Ici, on va cliquer dans Catégorie sur Défini par l'utilisateur. On va créer une fonction nous-mêmes en lui donnant d'abord un nom. Donc ici, je vais l'appeler linéaire. Une liste de paramètres. Alors pour ma fonction linéaire, j'ai besoin d'un seul paramètre que je vais appeler petit a, mais je pourrais créer une fonction plus compliquée avec plusieurs paramètres, a, b, c, etc. Au niveau de la syntaxe, alors il faut savoir que la variable ici s'appelle x, donc l'équation de ma fonction serait a fois x. Et j'ai le droit aussi de nommer autrement mes paramètres. Je ne suis pas obligée de les appeler a, b, c, etc. Ici, par exemple, ce paramètre A, ça va être la vitesse moyenne de mon mobile. Donc, pourquoi pas lui donner un nom plus explicite, on va l'appeler V. Voilà. Une fois cette fonction créée, on la sauvegarde. Et ensuite, elle apparaît dans la liste des fonctions accessibles ici. On la sélectionne et on clique sur « Ajuster par une fonction définie par l'utilisateur ». Vous cliquez en bas à droite sur le bouton « Ajuster » et là, vous accédez à un menu où on peut modifier certaines choses. En particulier, vous avez tout en bas à sélectionner la source des incertitudes sur la variable y. C'est là où on voit que le logiciel ne sait gérer
que les incertitudes sur la variable y. On verra plus tard comment on peut s'en sortir si l'incertitude sur la variable x n'est pas négligeable. Dans le menu d'ajustement simple qu'on a utilisé précédemment, automatiquement, le logiciel va chercher dans le tableau les incertitudes dans la colonne dont le rôle est erreur Y. Ici, on a la possibilité de faire ça aussi. Pour ça, il faut choisir Associer dans ce menu. On peut aussi utiliser des incertitudes qui auraient été mises dans une autre colonne. Pour ça, on sélectionne Données aléatoires dans le menu. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Si vous choisissez Données aléatoires, vous voyez sur la droite, vous avez la possibilité d'aller choisir dans un tableau une certaine colonne qui comprend les valeurs des incertitudes associées aux grandeurs tracées en ordonnée. Alors ici, si je choisis la colonne incertitude sur D, comme celle-ci a déjà été définie comme erreur en Y dans mon tableau, ça aura exactement le même effet que si je choisis erreur associée. Mais imaginons que dans votre tableau, vous ayez plusieurs colonnes avec des sources d'incertitudes différentes et que vous vouliez voir ce que donne une modélisation avec une colonne plutôt qu'une autre. Et ben, vous pouvez comme ça choisir la colonne que vous voulez en sélectionnant Données aléatoires. Maintenant, on va lancer la modélisation en cliquant sur Calculer. Si je ferme la fenêtre, je vois apparaître une nouvelle fonction. Alors, j'aurais dû modifier la couleur tout à l'heure dans le menu. Là, je peux encore le faire en double-cliquant dessus. Je modifie la couleur, je la mets en bleu et je vais retirer les anciens ajustements. Donc là, sur ce graphique, je vois deux courbes. Je vais changer l'échelle pour qu'on les voit un petit peu mieux. La courbe en rouge, c'est la modélisation affine de tout à l'heure, qui passe assez bien dans l'essentiel des barres d'erreur. On a vu tout à l'heure que le Ki2 était correct pour cette modélisation. La courbe en bleu, elle, vous voyez qu'elle fonctionne moins bien. Alors, elle passe bien par l'origine, elle correspond à la relation linéaire que j'ai imposée. Mais du coup, comme j'ai un paramètre ajustable de moins, eh bien l'ajustement fonctionne moins bien. Par exemple, il n'est pas bon pour les deux premiers points, ni pour le dernier. Alors ça va se voir sur la valeur du Ki2. On va le vérifier en allant chercher la fenêtre historique des résultats. Bah, vous voyez, on a un Ki2 de 33. Donc le logiciel nous donne quand même la valeur de la vitesse déduite de la pente, hein, avec son incertitude, mais nous dit attention, le Ki2 n'est pas bon. Donc on n'a pas le droit d'utiliser les résultats de cet ajustement. Vous remarquerez au passage que le coefficient de régression linéaire reste très bon, 0,99, mais ce coefficient de régression linéaire n'est pas un bon critère pour valider le modèle, puisqu'il est indépendant des incertitudes. Le coefficient de régression linéaire nous dit juste si les points expérimentaux sont relativement bien alignés, alors que le Ki2 compare la dispersion des points expérimentaux autour de la droite modèle, compare cette dispersion aux valeurs des incertitudes. Donc c'est bien le Ki2 qu'il faut regarder. Et là, le logiciel nous dit, la meilleure droite que j'ai trouvée, c'est celle-ci, celle qui est tracée en bleu, qui passe par l'origine, c'est la meilleure possible, mais attention, elle n'est pas cohérente avec les barres d'erreur. Donc ici, seule la modélisation affine convient. Alors on peut voir que si on avait mis des barres d'erreur plus grandes, alors reste évidemment à les justifier, hein. Si je reviens à une barre d'erreur de 10, je retourne à mon graphique, je relance ma modélisation. Alors je vais retirer l'ancienne pour pas qu'il y ait trop de choses. Voilà, supprime, OK. Je relance ma modélisation linéaire, donc je choisis défini par l'utilisateur, linéaire, ajusté par une fonction utilisateur, je clique sur ajuster,
Je remets erreur associée. Je vais changer la couleur cette fois-ci. Je vais la mettre en bleu. Je calcule. Donc là, je vois la courbe linéaire proposée par le logiciel. Et cette fois-ci, j'ai un qui 2 qui vaut 8. Donc le qui 2 est correct ici. Et donc là, j'ai le droit d'utiliser la valeur de la vitesse proposée par le logiciel, qui d'ailleurs est un petit peu différente de celle que j'avais eue par la pente de la relation affine. Hein, le fait de forcer le passage par l'origine modifie évidemment un petit peu la valeur de la pente. Alors, maintenant, on va regarder comment on peut ajouter les incertitudes en X. Imaginons que j'ai considéré ici la mesure du temps avec une certaine précision, par exemple, je ne sais pas, 0,1 seconde. Alors, je vais rajouter une colonne. Cette colonne, je vais lui donner un rôle qui va être l'incertitude en X. Et je vais rentrer la valeur 0,1 sur chaque ligne. Alors, comme tout à l'heure, plutôt que d'écrire 0,1 dans chaque cellule, on va plutôt utiliser une formule. Et là, il y a une chose qui est un petit peu dommage, c'est que dans la formule, il faut mettre un point anglo-saxon, donc 0,1, alors que dans le tableau, il faut mettre une virgule française. Si vous mettez une virgule dans l'espace formule, il ne comprend pas. Voilà, il ne met pas la valeur que vous lui demandez. Voilà, alors en toute rigueur, si l'incertitude a un chiffre après la virgule, comme c'est le cas ici, il faut aussi mettre un chiffre après la virgule sur les valeurs de t. Hein, veillez à la cohérence des chiffres significatifs et de l'écriture décimale entre les différentes colonnes. Alors, pour faire ça, vous pouvez sélectionner la colonne et aller dans Type. Dans Type, on peut changer le format d'écriture numérique. Le format automatique arrondit les valeurs à l'entier plutôt que d'écrire virgule 0. Si vous voulez un affichage à virgule avec un certain nombre de décimales, il faut choisir le format décimal. Et là, vous avez accès au nombre de chiffres décimaux. Donc, par exemple, si je veux un chiffre après la virgule, je clique ici sur « Appliquer » et j'ai bien un chiffre après la virgule. Donc, le nombre de chiffres affichés pour T et l'incertitude sur T ici est cohérent. Je n'ai pas donné de nom à la colonne, incertitude T en seconde appliquée. Si j'avais dès le début créé mon tableau comme ceci avec 4 colonnes avec les rôles valeur en X, incertitude en X, valeur en Y, incertitude en Y, vous allez avoir automatiquement l'affichage des barres d'erreur en X et en Y. Moi, au début, j'avais créé le tableau avec uniquement les incertitudes en Y. Si je veux rajouter des incertitudes en X, eh bien, il faut que j'aille dans le menu Graphes, ajouter des barres d'erreur en abscisse, incertitude sur T en seconde, hop, il me rajoute mes barres d'erreur. Voilà. Alors, on voit bien ici que les barres d'erreur en X et en Y, à cette échelle, sont à peu près de la même taille. Donc, il est clair qu'on ne peut pas négliger les barres d'erreur en X devant les barres d'erreur en Y. Or, si je relance un ajustement, que ce soit l'ajustement rapide ou l'ajustement complet, il ne tient compte que des barres d'erreur en Y. Le fait d'avoir ajouté des barres d'erreur en X sur le graphique et dans le tableau n'y change rien. Donc, il y a 3 possibilités à partir de là. Soit vos incertitudes en X sont négligeables. Donc, tout va bien, on ne tient compte que des incertitudes en Y. Soit les incertitudes en X dominent devant les incertitudes en Y. À ce moment-là, le plus simple, c'est d'inverser les axes. Donc ici, ça voudrait dire tracer le temps en fonction de la distance. C'est une solution simple
pour l'usage du logiciel, même si ce n'est pas forcément très logique. En général, on préfère tracer en Y la grandeur qu'on mesure et en X le paramètre qu'on fait varier. Troisième cas de figure, c'est le cas ici. Les incertitudes en X et en Y ont des effets comparables. À ce moment-là, le plus simple est de reporter l'incertitude de X vers Y. Alors, je vais vous montrer comment on fait ça à partir du tableau. Donc, j'ai une colonne de barre d'erreur en X, une colonne de barre d'erreur en Y. Je vais rajouter une colonne derrière. Je vais lui donner un nom. Ça va être une incertitude sur la grandeur en Y, mais ça va être l'incertitude totale qui va prendre en compte l'incertitude sur le temps et sur la distance. Alors, comment on va calculer cette incertitude totale? Alors attention, c'est facile à calculer ici parce qu'on a une variation linéaire. Donc, on va prendre l'incertitude en X, l'incertitude ici sur le temps, et bien évidemment, on ne va pas ajouter froidement l'incertitude sur la distance, ce qui évidemment serait un peu choquant, on ne va pas ajouter des secondes et des millimètres. L'idée, c'est que l'incertitude sur le temps, on va d'abord la multiplier par la pente de la relation linéaire, c'est-à-dire en fait la vitesse. Ici, j'ai une incertitude sur le temps qui est en secondes. Si je la multiplie par une vitesse qui est en millimètres par seconde, j'obtiens bien des millimètres. En fait, on multiplie la largeur de la barre d'erreur horizontale par la pente de la relation linéaire. Ça permet de calculer finalement l'incertitude sur la distance qui correspond à l'incertitude en temps. Et cette incertitude, on va l'ajouter à l'incertitude sur la distance. Si on considère ces deux sources d'incertitude décorrélées, on va faire plus précisément une somme quadratique, c'est-à-dire qu'on va prendre la première contribution qu'on élève au carré, on l'ajoute à la deuxième contribution qu'on élève au carré aussi, et ensuite, on prend l'ensemble et on applique une racine carrée, donc puissance. La puissance, je la fais avec le petit chapeau qui est sur le clavier à la droite de la lettre P, et 0,5 que j'écris ici 0,5. Donc, si je ne me suis pas trompée dans mes parenthèses, en cliquant sur Appliquer, il calcule l'incertitude globale qui, vous voyez, est plus grande que l'incertitude initiale sur D, puisque j'y ai rajouté l'incertitude due au temps, T. Alors, ici, au niveau chiffre significatif, évidemment, ce n'est pas correct. Donc, je sélectionne la colonne, je vais dans Type, Format décimal, et je diminue le nombre de chiffres après la virgule. Voilà. Pour l'incertitude, 2 chiffres significatifs est un maximum. Attention, cette méthode ne fonctionne que pour une variation essentiellement linéaire. Si la fonction d'ajustement est plus complexe, il faudrait, pour chaque point de mesure, multiplier l'incertitude en X par la dérivée locale de la fonction d'ajustement, ce qui évidemment serait plus compliqué. Cette colonne devient ma nouvelle colonne dite erreur en Y. Et donc maintenant, quand je vais sur le graphique, faire un ajustement, ajustement linéaire, fonction utilisateur, j'ajuste, je vais changer la couleur, je vais la mettre, mettons, en vert. Voilà. Je vais choisir comme source d'incertitude la colonne incertitude totale sur D, calculée. Voilà. Donc là, j'ai le nouvel ajustement qui s'affiche ici en vert, qui tient compte des barres d'erreur horizontales et verticales.
Je vois que la courbe tracée en vert passe bien dans la plus grande partie des barres d'erreur. Si je tiens compte des barres d'erreur en X, en Y, il y en a juste un qui est un peu en dehors, mais vous savez que si la barre d'erreur correspond par exemple à l'écart type pour une loi normale, vous avez 2 chances sur 3 pour que la valeur vraie soit dedans et donc aussi une chance sur 3 pour que la valeur vraie soit dehors. Donc ça veut dire qu'on peut se permettre jusqu'à typiquement un tiers des points expérimentaux qui sont un petit peu en dehors. Si je retourne à la fenêtre des résultats, je vois effectivement que le Ki 2 est correct. J'ai 10 points, un paramètre. Ça doit me donner un Ki 2 de 9 à plus ou moins 4 et quelques. Donc, je suis bien dans l'intervalle. Le coefficient de régression linéaire, vous pourrez remarquer qu'il n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Pourtant, on a fait pas mal de changements. Donc, ça permet de montrer que ce n'est vraiment pas le coefficient qu'il faut regarder ici. Voilà. Une toute dernière chose avant de finir cet exposé, qui est un peu long, mais qui, j'espère, vous aura aidé à prendre en main le logiciel. Ici, j'ai uniquement un tableau et un graphique. Si je crée de nouveaux tableaux, nouveaux graphiques, par exemple, imaginons, je reviens à mon tableau. Imaginons que je trace un nouveau graphique à partir de tout ça. Voilà. Dans mes fenêtres, je vais trouver plusieurs graphiques. Donc, un conseil, évidemment, il est bien de leur donner un nom pour éviter de se perdre. Donc, ça, c'est facile. Vous faites un clic droit sur le nom du graphique qui, par défaut, est graphe 1, 2, 3, etc. Vous pouvez renommer la fenêtre. Donc, comme ça, donner des noms plus explicites à vos graphiques et aussi à vos tableaux. Ces noms apparaîtront ici dans la liste des fenêtres et ce sera plus facile de les retrouver. Ensuite, si vous avez plusieurs tableaux, quand vous cliquez sur, par exemple, un des points du graphique, on a vu tout à l'heure que dans ce menu, vous avez la liste de tout ce qui est tracé dans le graphique. Et en bas à droite de cette fenêtre qui s'appelle Plot Details, vous avez un menu qui peut être utile dans certains cas, qui s'appelle Plot Association. Dans ce menu, vous allez voir apparaître la liste de toutes les données disponibles dans ce projet et vous pouvez modifier après coup l'affectation de chaque colonne de données comme grandeur en X ou en Y. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, je vous ai aidé à prendre en main ce logiciel bien utile pour pouvoir exploiter des données expérimentales en physique sans avoir à acheter un logiciel payant. Je vous souhaite de faire de bons TP.